Séance du 4 novembre. Donc normalement, vous avez toutes et tous une directeur, directrice. Ça a été un long processus, croyez-moi. J'ai essayé, et puis on a essayé avec les collègues qui se sont impliqués de répondre le mieux possible à chacun de vos différents sujets. Voilà. Donc maintenant, prenez contact. Je vous ai envoyé les noms, les adresses mail, tout ça. Normalement, vous l'avez depuis une quinzaine de jours. À vous, encore une fois, de prendre contact avec la personne donc sur laquelle vous avez été aiguillé et d'entamer un petit peu la discussion, c'est-à-dire de lui présenter votre idée de mémoire, etc. Partez bien de l'idée que il n'est pas du tout évident que chacun soit spécialiste de la question que vous voulez poser. Certains, voilà, une ou deux correspondances là depuis qui me disaient oui, mais quand même, est-ce que je pourrais pas avoir plutôt une personne qui s'occupe de tel ou tel problème? Alors, la réponse, elle est double. Ça dépend, des volontés et deux, des disponibilités. Donc, normalement, voilà, j'ai fait au mieux. Si vous voyez que la discussion ne prend pas, si vous voyez que vraiment vous ne comprenez pas, si vous voyez qu'il y a un problème important, encore une fois, de fond, à ce moment-là, il ne faut pas attendre le mois de mars. Voilà, il faut le dire gentiment, très cordialement, sans agresser les gens, mais il faut dire, je rencontre une difficulté, je n'arrive pas bien à me comprendre, ou la professeure ne comprend pas très bien ce que je veux faire. Voilà. Il est toujours possible de changer, d'ajuster, voilà, on ne s'est pas écrit, mais je sais que... Ouais. Un peu. Mais bon, on discute après. Voilà, il est toujours possible de le faire, mais si vous vous manifestez au mois d'avril, là c'est râpé. Alors, pensez encore que c'est un mini-mémoire, que de façon à peu près certaine, sauf si votre directeur-directrice souhaite, mais il n'y aura pas de soutenance. On garde la soutenance pour la deuxième année, et là vous aurez une vraie soutenance avec 2 membres de jury, etc. Donc, pensez, à partir de ces éléments-là, c'est pas énorme, c'est 25 pages. Donc vous pouvez quand même, je pense, assez rapidement avancer sur est-ce que ça va matcher avec la personne avec laquelle je discute, ou est-ce que vraiment on ne se comprend pas. Voilà. Perdez pas trop de temps. Voilà. Et puis, mettez-vous au travail, tout simplement, pour dire les choses simplement, puisque vous n'avez pas de deuxième session pour la première année. C'est une soutenance obligatoire plus tard, fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions liées aux mémoires, liées justement aux discussions amorcées, etc., ou pas? C'est bon? Vous avez pris contact ou pas? Ou des têtes qui hochent un peu? Oui, globalement, ça va? Bien. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Vous pouvez, pour ce qui est de ce cours, de ce séminaire, me rendre les écrits, les dossiers quand vous voulez. Donc si vous êtes chaud actuellement, que vous avez la main, allez-y, finissez à envoyer. Gardez pas ça pour le 15 décembre. Parce que là, vous allez entrer dans la phase, c'est Caribe des Scylla là qui vont commencer. C'est-à-dire que ça va tomber de tous les côtés. Donc, si vous avez un peu d'avance, vous l'envoyez, vous me le donnez. Moi, je prendrai aussi de l'avance dans les corrections. Et ça ne me pose absolument aucun problème. Alors, soit vous me le rendez papier à l'occasion d'une des autres séances,
Soit vous me l'envoyez par mail, c'est possible aussi. Si c'est par mail, en général, j'accuse réception très vite. Si au bout de 3-4 jours, vous voyez qu'il y a, ou 4-5 jours, qu'il y a toujours rien, renvoyez un petit message en disant voilà, je vous ai adressé mon mémoire, etc. Ça arrive que ça passe entre les gouttes. Mais en règle générale, j'oublie pas trop. Voilà. Voilà. Donc la semaine prochaine, c'est le 11 novembre, donc il n'y a pas cours. Hein. Et on se retrouvera le 18. Et normalement, on devrait pas avoir de problème avec parce qu'en licence, il y a une semaine d'examen banalisé. J'espère qu'ils vont pas nous piquer les salles pour faire les examens. En tout cas, en licence, il n'y a pas cours. Donc, voilà. Bien, je crois qu'avec ça, je vous ai dit à peu près l'essentiel. Et donc, s'il n'y a pas de questions de votre côté particulière, on va pouvoir s'occuper des exposés aujourd'hui. Alors, je sais qu'on est loin, on a dérivé assez loin, mais vous avez aussi compris que c'est un peu ma façon de fonctionner. C'est un séminaire qui initialement est consacré à la naissance des études culturelles à Birmingham, disons en Angleterre, au début des années 60. Je vous en ai parlé de ce moment historique, je vous ai un peu indiqué le contexte, les acteurs. J'ai essayé aussi de vous resituer ce questionnement, en fait, sur les formes de la culture contemporaine, ou sur les formes que la culture prend à ce moment-là. Dans un contexte un peu plus vaste, pour pas que vous vous disiez « Ah, il n'y a que les Anglais qui ont posé la question ». Non, pas du tout. Il y a vraiment un moment historique, c'est les années 50, c'est en gros l'après-Seconde Guerre mondiale, où les choses basculent et où la rupture de société, la rupture de, certains peuvent aller jusqu'à dire de civilisation, est perceptible par à peu près tout le monde. Et que vous soyez en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis ou en France, les acteurs qui sont les acteurs qui réfléchissent sur la culture, qui réfléchissent à ce que sont les productions culturelles, ils voient à peu près tous la même chose au même moment. Ils voient que ça change. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de profondément être redéfini, reformulé, et qui va, alors, je faisais cours en début de journée avec les M2 sur un texte d'Hannah Arendt qui est tout à fait célèbre et que je vous recommande aussi de lire, qui est La crise de la culture, qui est un texte de 54, donc qui est exactement contemporain de l'écriture de la culture du pauvre, puisqu'il l'écrit entre 52 et 56. Et dans lequel Hannah Arendt, elle est donc aux États-Unis, c'est une Allemande, juive allemande, expatriée au moment de la Seconde Guerre, et qui écrit dans début des années 50 un essai qui prend la mesure de ce que la crise de la culture, c'est le titre, en fait est un symptôme d'une crise qui est beaucoup plus profonde et qui est en train de transformer notre rapport au monde, tout simplement, notre rapport à la temporalité, notre rapport à la communauté. Et Arendt étudie cette ramification, en quelque sorte, de la crise, non pas juste comme une manifestation de surface, mais comme une manifestation extrêmement profonde qui va changer, qui est en train de changer, par exemple, notre rapport à la temporalité, de nous réduire à une temporalité qui est le présent, de nous couper des temporalités longues que sont le passé, l'histoire, ce qu'elle appelle la tradition, et de nous couper aussi de ce qui constitue en fait la capacité des individus à agir dans une perspective qui est politique, c'est-à-dire qui prend en compte la dimension commune. Donc la société de consommation transforme l'être au monde de façon assez radicale, change la temporalité, change le rapport au temps, change le rapport à l'autre, isole les individus, les enferme sur le moment présent, c'est-à-dire sur la satisfaction du besoin ou de la pulsion de consommation, etc., etc. Donc, vous voyez, des points qui convergent, en fait, tout à fait avec l'analyse de Hogarth. Et Hannah Arendt, en 52, elle n'a pas lu Hogarth.
Et Hogarth n'a pas lu non plus probablement Hannah Arendt, ou alors s'il l'a lu, il a lu des textes bien plus anciens. Donc, c'est un mouvement, je dirais, d'ampleur mondiale, en fait, qui s'est structuré en Angleterre autour aussi de méthodes qui sont un peu singulières. Cette orientation vers l'ethnographie, vers l'analyse de pratique, de terrain, cette orientation vers le mixage disciplinaire, qui caractérise vraiment de façon très claire dans ce qui se passe à Birmingham. Mais la question de fond, c'est-à-dire quelles sont les transformations majeures qui sont en cours dans la société ou dans les sociétés occidentales de l'après-guerre, elle est partagée par beaucoup d'autres acteurs hors du Royaume-Uni. Voilà, donc ça, j'ai un peu insisté là-dessus, parce que ça me paraît important de l'entendre. Voilà, il y a une spécificité britannique, mais il n'y a pas une exclusivité britannique de ce questionnement sur le devenir de la culture. Et sur, éventuellement, c'est marrant, mais on retrouve là aussi les mêmes types de réponses, comment on fait pour y échapper? Comment on fait pour, par exemple, chez Hannah Arendt, ça prend la dimension de... la crise de la tradition est aussi une crise, c'est-à-dire la crise du temps long. Le fait qu'on est coupé du rapport au passé de plus en plus, que la conscience historique des gens, elle se réduit à pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Donc on est sur des temporalités très courtes, voilà. Mais ça a des incidences aussi, par exemple, elle analyse ça de façon assez approfondie, sur l'éducation, parce que la crise de la tradition, c'est la crise de la transmission aussi. Et si vous regardez un peu dans le discours des enseignants depuis déjà plusieurs décennies, vous retrouvez tout le temps le même argument en fait qui revient et qui prend la mesure d'une sorte de fossé grandissant entre les élèves et les enseignants, etc. Donc en fait, c'est de plus en plus dur de transmettre. Mais si vous transmettez plus, il n'y a plus de possibilité de faire commun, justement, puisque les gens n'ont plus d'inscription dans le temps de ce qu'ils sont, la provenance, entre guillemets, historique, etc., dans laquelle ils vont s'insérer. Donc, la crise rencontrée par le système éducatif, elle est liée aussi à cette perte de repères historiques. Bref, la grande question qui est derrière les études culturelles, c'est en fait comment est-ce qu'on peut échapper au processus de marchandisation générale du monde, qui est le propre de la société de consommation. Et ça, ils le voient tous. Arendt, elle le voit aussi. Elle répond avec d'autres éléments, d'autres arguments, si vous voulez, d'autres types d'analyse. Mais le fait que, oui, le monde est en train de marchandiser absolument tout, et par exemple aussi l'éducation, c'est un constat qui est général. Et c'est à ça que va répondre, à sa façon, le courant britannique des études culturelles. En allant chercher quoi? En allant chercher à faire entendre toutes les voix qui sont, justement, dans une situation de minorité, dans une situation d'écrasement, de domination, etc. Ça va être le propre, peut-être, des études culturelles. Mais ces façons de faire entendre des voix qui résistent, c'est bien une façon d'aller s'intéresser aux stratégies, aux pratiques, aux modes d'action qui permettent d'échapper à cette marchandisation générale du vivant, parce que ça, c'est la façon dont on peut le dire aujourd'hui. C'est l'étape ultime. Mais c'est déjà largement perçu à l'époque. Ça, c'est la question de fond des études culturelles. Toute la logique des stratégies de résistance, des discours de minorité, etc., elle renvoie à cette même question de fond. Et c'est une question qui est partagée, pour le coup, hors Royaume-Uni. Bon.
puisque la logique, si vous voulez, pour le dire de façon encore une fois très générale, mais vous aurez le temps de spécifier tout ça en fonction des questionnements qui sont les vôtres l'an prochain, la grande thématique de la question de la domination dans le domaine culturel, ou des formes de domination dans le domaine culturel, c'est celle-là. Il y a bien un système de domination, et il y a bien une forme qui s'impose de plus en plus depuis les années 50, et face à laquelle on se trouve très souvent dans des logiques qui sont celles que décrit James Scott. Je vous ai parlé déjà de ce texte, je vous y renvoie, c'est un texte important, je pense aussi. Le texte de Scott sur la domination et les arts de la résistance. Cette idée, alors lui, il l'étudie dans le domaine, enfin dans le contexte des sociétés esclavagistes, donc il faudrait décaler évidemment la question, mais cette logique entre le texte public de domination et puis le texte qui circule dessous, l'infrapolitique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait décalable, si vous voulez, vers notre situation, et c'est ce que font les études culturelles, en fait. Voilà. Il est où le texte caché aujourd'hui ? Dans une société qui, par ailleurs, a fait de son discours public l'égalité, on est quand même dans des démocraties libérales, encore un peu. Peut-être qu'il n'y en a plus pour beaucoup de temps. Attendez 48 heures et vous verrez ce qui va se passer outre-Atlantique. Ça peut changer pas mal de choses. Et de l'autre côté de l'Oural, on a déjà compris ce qui se passait. Donc, vous voyez, la marge de manœuvre, elle se... Mais on est quand même encore dans des sociétés de démocratie libérale où le texte public, c'est celui de l'égalité, de la démocratie. Et comment, dans ce contexte, on se peut encore exister et quelle forme va prendre le texte caché ? Il va prendre les questionnements, par exemple, d'identité, etc. Donc, lisez, enfin, au moins, regardez un peu de près, je l'ai mis sur Moodle, le Scott. Il y a un article qui est une synthèse, et puis je crois que l'essai en entier y est aussi. C'est passionnant, ça se lit très bien, c'est pas jargonnant non plus, outre mesure, donc ça donne des outils pour comprendre que cette question, d'où elle vient en fait, voilà, c'est ça que j'essaye de vous reprendre là de façon un peu synthétique, elle vient de ce moment historique auquel les Anglais vont donner une forme un petit peu particulière, et c'est ça qu'on vous propose de regarder de près dans ces deux séminaires sur les études culturelles en Angleterre. Voilà, donc ça c'était pour remettre un peu tout simplement les choses en place. Donc je sais que c'est un séminaire consacré normalement à la première partie des choses, c'est-à-dire à Hogarth et à quelques autres textes qu'on verra, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai un petit peu de Raymond Williams, mais tout ça se trouve sur Moodle, voilà. Voilà. Si vous allez sur Moodle et que vous prenez le texte, vous voyez, Raymond Williams, Culture and Society, Introduction, il fait 5 pages. Il n'est pas long, il n'est pas difficile à lire, il est important. C'est dans ce texte que Williams, il écrit ça, il publie ça en 58, c'est exactement contemporain de la culture du pauvre, il écrit au même moment qu'Hogarth, et il l'écrit de la même façon, dans le même contexte. C'est un cours au départ, un cours qu'il donne aux adultes à l'école du soir. Et c'est un cours sur la notion de culture chez des auteurs canoniques du 19e et du 20e. Comment est-ce qu'ils ont pensé la culture ? Voilà. Donc c'est des monographies littéraires, voilà, sur auteurs. Bon, donc c'est pas la peine d'aller lire tout le livre parce que 8 sur 10, vous les connaissez pas, donc c'est pas grave, je veux dire, c'est pas un problème, mais la préface, elle est intéressante parce que c'est dans ce texte que Williams propose l'idée d'ouverture de la notion de culture. Où il donne l'idée que la notion de culture, elle doit être étendue, ouverte, voilà. Et donc, il donne une des clés d'entrée dans ce que sont les études culturelles britanniques. Cette façon de repenser la culture de façon plus large et non pas uniquement déterminée par le contexte de la tradition humaniste, etc. Donc, vous pouvez lire le texte de Williams et on parlera, je vous présenterai rapidement Williams, E.P. Thompson, et puis qui est un historien
historien des luttes révolutionnaires. Et le premier Stuart Hall, je laisserai mon camarade de jeu vous parler de Stuart Hall plus en détail au second semestre. Mais je vous parlerai du tout premier Stuart Hall quand il s'intéresse aux cultures populaires, à l'artisanat, au folklore, à des choses comme ça, avant de s'intéresser aux médias et à l'idéologie. Donc on n'a pas tout à fait fini, on reviendra au premier moment des études culturelles britanniques à partir de ces textes, mais je vous ai proposé aussi que, et c'est bien, ça a mis du temps, mais ça c'est normal, je le sais par expérience, ça prend la moitié du semestre, mais vous avez compris que là, voilà, c'était le moment d'y aller, qu'on essaye de travailler un peu à la façon, hein, c'est pas, voilà, pas du tout la prétention de fonder quoi que ce soit, mais d'essayer de travailler d'une façon qui ressemblerait un peu à ce qui se passait au début à Birmingham, c'est-à-dire sur la présentation d'ouvrages, d'essais, d'articles par les étudiants eux-mêmes, et puis des sessions de discussion ou de reprise et de réflexion commune à partir de ces thématiques. Donc c'est un peu ce que je vous ai proposé pour changer de ton aussi, pour que le cours ne soit pas un monologue du début à la fin, mais aussi pour que, vous voyez, parce que si je vous donne 12 ou 13 exposés successifs qui sont des explications de texte d'Hogarth, de Williams, on va pas quitter les idées qu'on a déjà pu exprimer de façon à peu près synthétique, et donc je trouve que c'est un peu dommage de rester, bon, ça a l'intérêt de creuser directement les textes, mais ça a le désavantage aussi de marcher sur ses propres pas. Voilà. Donc pour la deuxième partie du semestre, je vous propose de fonctionner par exposé, et puis moi, ici ou là, je reprendrai un peu la parole pour vous reparler de textes, d'autres textes que La culture du pauvre. Je vous laisse évidemment le soin de lire, si ce n'est tout, au moins les 2 ou 3 chapitres que j'avais désignés un peu comme importants. Us and them, eux et nous, celui-là, il faut le lire. Il est absolument central. Après, vous pouvez en lire la fin, voilà, un chapitre de conclusion qui est aussi intéressant, là où il y a la figure du boursier. Voilà. Bien, donc le petit topo de reprise étant fait, il nous reste 2. Je l'ai vu arriver, Mathilde, elle est passée où? Elle est au fond, voilà. Donc vos 2 exposés qui vont du coup nous faire voyager un peu loin, mais en fait pas si loin l'un et l'autre, puisqu'on va aller au Brésil. Et puis on va aller... Ah non, c'est pas sur la Martinique. Non. Alors, on va quand même aller au Brésil d'abord. Mais voilà, je savais que c'était lié à la question du voyage, c'est pour ça que je l'anticipais comme ça. Donc, Laïs, vous avez besoin de projeter. Donc, je débranche le mien. Je vous laisse la connexion. Normalement, si c'est le même... Ouais, c'est bon. Je peux? Oui. Juste un moment. Vous le faites comme ça. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas... Faut que tu fasses glisser ton... Non. Je sais pas. Vous voulez le mettre en plein écran?
Il est en plein écran en fait. Dans mon écran, je ne sais pas pourquoi il est projeté en autre chose. J'ai aucune idée. Histoire de regarder dans les préférences. Peut-être faire ça. Et aller voir dans les préférences. Une histoire de recopie vidéo là, qui est toujours dans les préférences. Sur les écrans. Écran. Il y a ça. Ouais, tu l'as fait sur le plus. Ok. Je choisis ça. Je sais pas, ouais, vas-y. On va voir. Voilà. Ok. Et maintenant, est-ce qu'il va accepter le... Non. Non, toujours pas. Alors il faut superposer peut-être les deux écrans. Là-dedans, retourner dans le... Et là, organiser. Non. Ah, voilà. Ça y est? Ah, voilà. Désolée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie de mon sujet de mémoire. Donc, je vais parler de la littérature brésilienne et plus précisément d'un genre littéraire contemporain appelé littérature marginale ou littérature périphérique. Comme le nom le suggère, il s'agit d'une production culturelle qui se trouve à la périphérie de la culture générale du Brésil, surtout loin de ce qui est considéré comme de la haute culture ou de la vraie culture, et qui est produit par des acteurs sociaux issus des banlieues du Brésil, surtout des favelas. En laissant à côté la discussion sur la qualité littéraire, je m'intéresse à discuter avec vous de qui sont les responsables de rendre légitime la culture des banlieues. Donc, mon exposition a été structurée en deux parties principales. Dans un premier temps, je présenterai les contextes historiques du Brésil qui a été responsable de la création des favelas liées à la fin de l'esclavage. J'évoquerai également quelques données sur la distribution de la population du Brésil pour parler de la stratification sociale. Et dans un deuxième temps, je propose une vision panoramique de la littérature marginale en précisant les moments où elle a brisé la boule de son cercle dans les débuts des années 2000. Donc, pour proposer des réflexions sur la question raciale et sociale au Brésil, je me suis basée sur ces ouvrages principaux. La première, c'est IBGE, qui c'est la sigle de l'Institut brésilien de géographie et statistique. C'est l'équivalent à l'Institut national des statistiques et des études économiques en France, les ANSE. C'est ANSE que c'est prononcé. Ouais, d'accord. Les deuxièmes, c'est les petits manuels antiracistes et féministes de Djamila Ribeiro, qui a été traduit en français par Paula Anacaona. Les troisièmes ouvrages, elle n'a pas été traduit en français. En traduction libre, c'est pour un féminisme afro-latino-américain. Comme je viens de dire, ce livre n'a pas été publié en français, mais l'essai qui donne son titre à cet ouvrage l'a été dans une collection intitulée Pensée féministe décoloniale. Donc, si ces sujets vous intéressent, je vous conseille fortement. Djamila Ribeiro et Lélia Gonzalez sont deux chercheuses en philosophie politique au Brésil, et elles sont références du mouvement féministe noir
et de la discussion antiraciste, pro-LGBT et antimachiste au Brésil. Et pour comprendre la historiographie de ces mouvements artistiques, je me suis appuyée sur cet autre ouvrage qui n'a pas été publié en français. En traduction libre, c'est Voix marginales dans la littérature. Cet ouvrage a un statut inaugural au Brésil pour être le premier grand travail scientifique sur la littérature marginale réalisé par une chercheuse issue du même contexte social que les écrivains étudiés. C'est-à-dire qu'elle a en place des paroles assez importantes pour traiter de sujets. Et bon, mais un peu discuter sur la chose des places des paroles après, si vous voulez. Donc, tout d'abord, est-ce que vous savez à quoi correspond une favela? Si oui, qu'en pensez-vous? C'est vraiment une question, si vous pouvez me dire. Enfin, moi, l'image que j'en ai, c'est assez visuel. C'est des quartiers qui sont super étendus et qui sont faits un peu avec de la matière de récupération, qui peut nous faire penser à des bidonvilles chez nous, par exemple. Oui. D'accord. Il y a d'autres personnes qui voudraient participer? Bon, normalement... Ah, oui. Je crois que c'est des maisons qui ont été... des habitations qui ont été construites par les anciens esclaves, je crois. Oui, exactement. Bon, normalement, l'image que vient à la tête de la majorité des personnes est celle des habitations précaires, de la pauvreté, de la violence, des manques de ressources, des problèmes sanitaires, du trafic de drogue, surtout à cause du film et séries qui représentent ces côtés négatifs des favelas. Et bon, mais on va problématiser un peu. C'est mon but, en fait, c'est de problématiser un peu cette image. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça c'est une favela au Rio, à Rio de Janeiro. Elle s'appelle Rocinha. C'est la deuxième plus grande du Brésil, dont la population est de 60 000 personnes. Cette autre s'appelle Paraisópolis. Elle se trouve à São Paulo. C'est la deuxième plus grande de la ville de São Paulo, dont la population officielle est de 42 000 personnes. Je parle des populations officielles parce qu'on estime qu'il y a plus de 100 000 personnes qui habitent. Ça, c'est une vision plus approximative de la même favela, Paraisópolis. Donc, selon les dernières essentiellement publiées par l'IBGE, qui c'est l'organisme que j'ai parlé avant, il existe 11 000 favelas au Brésil où vivent environ 16 millions de personnes en 6 millions de résidences irrégulières parce qu'elles ne sont pas officielles. Les personnes qui habitent n'ont pas d'autorisation pour habiter. Et cette population est majoritairement noire ou métisse. Les premières favelas datent de la fin du 19e siècle. Et ça est dû aux racines de la période coloniale du Brésil, caractérisée par l'esclavage et un manque d'un projet de transition de la fin du régime colonial au début de la République et du proto-capitalisme industriel en 1889, c'est-à-dire d'un manque d'un projet d'adaptation et d'inclusion sociale pour les personnes réduites en esclavage, car la fin du régime esclavagiste au Brésil était en 1888, c'est-à-dire un an avant la proclamation de la République. Je ne vais pas entrer dans tous les détails sur ces périodes-là, car mon objectif est de vous faire comprendre
le contexte général qui a amené ces personnes abandonnées par l'État à construire des maisons provisoires et s'installer dans des endroits de façon irrégulière. Bon, revenons aux images. Je les ai choisies car elles sont représentatives de contrastes urbains qui perdurent et marquent la démographie brésilienne contemporaine. On voit dans un premier plan la favela Rocinha, au Rio de Janeiro, et à l'arrière-plan, les quartiers les plus riches de ces villes. Dans cette situation, c'est les Blancs, et dans cette autre ville, ça, c'était Morumbi. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces bâtiments-là. On peut les voir ici. Ça, ce sont des piscines que les personnes ont sur ces maisons. Et c'est vraiment à côté de la favela. Pour vous donner une idée, les SMIC au Brésil est 1 400 reais et la location d'un petit studio au Leblon coûte environ 5 000 reais. Avec ces petits exemples, on peut voir, on peut déduire les grands écarts sociaux qu'il y a au pays. Alors, pour citer Lélia Gonzalez dans son essai La littérature, la juventude noire brésilienne et la question du chômage, qui a été écrit en 1988, les privilèges raciaux est une caractéristique marquante de la société brésilienne, car les groupes blancs sont les grands bénéficiaires de l'exploitation, notamment de la population noire. Et nous ne parlons pas seulement du capitalisme blanc, mais aussi des blancs sans propriété des moyens de production qui tirent leurs bénéfices du racisme. Lorsqu'il s'agit de concourir pour des postes qui impliquent des récompenses matérielles ou symboliques, même si les Noirs possèdent la même qualification, les résultats sont toujours favorables aux compétiteurs blancs. Et cela se produit à tous les niveaux de différents segments sociaux. Ce qui existe au Brésil, en effet, c'est une division raciale du travail. En conséquence, il n'est pas fortuit que la quasi-totalité de la population noire brésilienne fasse partie de la masse marginale croissante. Chômage ouvert, emploi refuge, dans les services simples, travail occasionnel, emploi intermittent et travail saisonnier. Or, tout cela implique des conditions de vie très précaires en termes de logement, santé, éducation, etc. La question du racisme, de l'exclusion sociale, a bien évidemment évolué au cours des 30 dernières années au Brésil, surtout parce qu'en 1988, a été mise en place une nouvelle constitution qui a marqué les débuts de notre actuelle démocratie. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons eu une dictature militaire de 20 ans, de 1964 à 1985. Je trouve important de souligner ces dates et ces événements afin que nous puissions comprendre les contextes sociaux et politiques de la fin du XXe siècle pour essayer d'imaginer la vie d'un jeune noir dans une favela pour ensuite comprendre leur production culturelle. Donc maintenant que nous avons fait ce tour historique, il faut que nous revenions à la littérature marginale pour la préciser. La première question que j'imagine qui vous posez est pourquoi qualifions-nous ce genre de littérature des marginales? Et je vais parler de quelques questions de terminologie. En portugais, le mot marginal a un sens ambivalent. D'un côté sociologique, ce terme est utilisé pour décrire la situation d'un individu qui se trouve à la marge de la société, soit par des questions économiques, soit par des questions sociales, liées à la race, au genre, etc.
Par contre, dans une société raciste et élitiste, à mesure que ce terme est utilisé aussi pour faire référence à la position d'un individu en relation à la loi, les mots gagnent un contour péjoratif et est utilisé comme synonyme de délinquance. Donc, si on parle d'une littérature marginale, on va associer directement à la délinquance. Jusqu'aux années 1970, au contexte littéraire, l'expression littérature marginale exprimait la position d'un écrivain en relation au marché du livre, c'est-à-dire à son écart de la production commerciale officielle. Dans ce sens, la littérature marginale désignait les ouvrages qui ne faisaient pas partie des classiques et qui ont été produits par des minorités sociales, les femmes, les personnes noires et la communauté LGBT. Cependant, à partir de 2001, ce terme a été revendiqué par les représentants du nouveau mouvement littéraire et passe à nommer la littérature produite par des acteurs sociaux avec des profils sociologiques similaires. Ce sont des personnes à la marge de la production, de la consommation des biens économiques et culturels, à la marge du centre géographique des villes et à la marge de la participation politique sociale. En citant Ferrez, un des écrivains de ces mouvements artistiques, qui a été responsable pour nommer ces mouvements, la littérature marginale, il s'agit de la culture des favelas, produite pour les gens des favelas, et point final. Maintenant, juste pour vraiment passer un peu vite sur l'historiographie de ce mouvement, en 2000, Ferrez a publié de façon indépendante son premier roman qui s'appelle Capon Pécard, en traduction libre Capon Péché, qui n'a pas publié en France, mais d'autres romans de ce même écrivain ont été publiés ici. Dans cet ouvrage, il décrit ses expériences et son quotidien au favela Capão Redondo, dans les banlieues de São Paulo, où il habite jusqu'à présent. En 2001, dû le succès dans les niches et de l'intérêt de la critique spécialisée, Ferrez a été invité par la revue Caros Amigos, en traduction libre Chers Amis, pour organiser une édition spéciale sur la littérature produite dans la banlieue de São Paulo. Jusqu'à ce moment, cette revue était dédiée exclusivement aux productions culturelles plus prestigieuses, canoniques de la littérature. Ainsi, la publication de cette édition spéciale a été une marque importante pour le mouvement pour trois raisons. Pour populariser le terme littérature marginale, pour donner des places de parole aux gens qui normalement ont été ignorés socialement, et pour diffuser la production culturelle des favelas. Donc, d'un point de vue de la critique littéraire, elle peut être considérée comme la responsable pour rendre ces genres littéraires légitimes. Suite à cette première publication, Ferrez a organisé autres deux publications en 2002 et 2004. Et dans les préfaces de cette édition, on trouve un texte que je trouve super joli et c'est pourquoi je vais lire pour vous. La signification de ce que nous plaçons entre vos mains aujourd'hui n'est rien de moins que la réalisation d'un rêve qui malheureusement n'a pas été vécu par certains des écrivains marginalisés de ce pays. Une chose est certaine, ils mentiront dans le futur, ils cacheront, ils brûleront tout ce qui prouve qu'un jour la périphérie a fait de l'art. En luttant contre la massification qui domine et aliène de plus en plus ceux qu'ils appellent exclus sociaux, et pour s'assurer que les peuples de la périphérie, des favelas, des ghettos, aient sa place dans l'histoire,
il ne passe pas encore 500 ans dans les purgatoires culturels d'un pays qui méprise sa propre culture. Caros amigos, littérature marginale est là pour représenter la culture authentique d'un peuple fait des minorités, mais en sa totalité une majorité. Et nous avons beaucoup à protéger et à montrer. Nous avons notre propre vocabulaire, très précieux, surtout dans un pays colonisé jusqu'à ce jour, où la majorité n'a pas de représentativité culturelle et sociale. Mais nous sommes présents et nous sommes nombreux. Et nous luttons pour un espace où, dans le futur, les auteurs du ghetto seront aussi reconnus et immortalisés. Dans ces premiers actes, nous présentons les multiples visages de la plume qui s'expriment dans les favelas. Pour représenter les cris du véritable peuple brésilien, Sérgio Vaz, Ayrton Moraes, Josemir, Paulo Lins, A3, Cascão, Ferrez, Garret, Edson Vecoa, Alessandro Buzu sont dans la place. Bon, comme disait Sérgio Vaz, un autre écrivain de ce mouvement, qui a écrit un manifeste qui s'appelle le manifeste de l'anthropophagie périphérique. La périphérie nous unit par l'amour, par la douleur et par la couleur. Des ruelles et des impasses doivent venir la voix qui crie contre le silence qui nous punit. Voici qu'apparaît venant des collines un peuple beau et intelligent, galopant contre le passé, en faveur d'un avenir pour tous les Brésiliens. L'art qui libère ne peut venir de la main qui s'asservit. Bon, il serait bien de finir mon exposition avec ça. Par contre, il manque une chose très importante à vous parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la place des femmes. Cela est mon vrai intérêt de recherche, car elles ont été aussi exclues de l'histoire. Pour ses camarades aussi, on a la tendance à imaginer que des minorités sociales auront se soutenir, mais en fait, les femmes ont été vraiment exclues de l'histoire. Et maintenant, on essaye de leur faire justice. Mais pour ne pas trop dépasser le temps, je vous juste cite une dame que vous pourrez trouver ici en France, si ça vous intéresse. Elle s'appelle Conceição Evaristo. Elle a ces deux romans qui ont été publiés en français, Insoumise et Bonzo, Mémoire de la favela. C'est tout. Merci beaucoup pour cet aperçu à la fois sur le Brésil et puis sur des formes justement qui nourrissent l'imaginaire de la résistance, de ce que j'ai écrit encore avant d'exposer. Est-ce que ça représente, disons, quelle est l'ampleur du mouvement au niveau est-ce que ça reste quand même limité? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent d'ateliers d'écriture? Comment est-ce qu'on arrive à cette production littéraire? D'accord. En fait, il y a des divers groupes dans les favelas qui vont soutenir des nouveaux écrivains et qui vont aussi proposer des publications de façon indépendante. Maintenant, comme ils ont eu plus de notoriété, c'est plus courant qu'on voit dans les mouvements de littérature, dans les salons de livres. On le retrouve dans ces espaces, mais ce sont des groupes qui se rencontrent toujours. Il y a de différents genres d'événements, d'organisations qui sont faites dans les favelas pour soutenir de nouveaux auteurs ou des soirées, par exemple, pour montrer leur production. C'est le Halloween. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a alors, c'est publié par
maison brésilienne classique, disons, ou est-ce qu'il y a des structures qui se montent, des structures d'édition spécifiques qui vont être créées dans telle ou telle favela pour publier? Comment ça fonctionne au terme? Il y a les deux situations. Par exemple, les premiers livres que j'ai cités, Capão Pecado, son première édition a été faite de façon indépendante. Mais maintenant, la maison d'édition la plus réputée dans la littérature au Brésil, qui s'appelle Companhia das Letras, c'est sa maison d'édition. Donc maintenant, tout qu'il écrit va être publié d'une façon vraiment classique. Avec une diffusion. Oui, et c'est un peu pareil avec maintenant, quand on commence à découvrir les travaux de Conceição Evaristo. Elle a des places plus importantes dans les maisons d'édition aussi. Elle n'a pas de problème pour se faire publier. Ouais. Mais il y a toujours en France, il y a eu une résistance à traduire. Je ne vais pas trop parler de ça. Je suis souligné dans un petit extrait, mais dans ces livres, une caractéristique très marquante, c'est un langage un peu dur sur la réalité. Et ça a choqué un peu les publics français. C'est pourquoi il y a eu une résistance à traduire des ouvrages. Donc, au Brésil, pour certaines personnes, certaines classes sociales, ça a passé un peu la même chose. On ne veut pas être confronté à la réalité violente que ces personnes peuvent vécu. Ouais. Donc si pour les nouveaux écrivains, il y a aussi ce défi d'être publié à cause de son langage. Et c'est principalement du roman, c'est des... Non, il y a de tout. Oui, il y a principalement des poésies et des romans. Ouais, poésie, roman, je pense, c'est le principal. Et dernière question, il y a des langages spécifiques aux favelas qui sont oui. Comme des argots ou Exactement. On appelle ça, je pense que c'est un peu, je ne connais pas trop d'argot en français, donc c'est un peu difficile pour moi de faire une comparaison, mais on a vraiment des dialectes dans les villes. Et si une personne ne connaît pas les dialectes, elle ne va pas comprendre vraiment ce que les personnes vont parler dans cette région. Donc Et ça dépend. Entre les différentes favelas, c'est pas forcément plus écrit. Oui, ça dépend de la... Ouais, parce que ça dépend surtout de... Comme au Brésil, c'est un pays vraiment vaste. Chaque région a des vocabulaires, des choses qui sont très spécifiques. Et c'est pareil avec les périphéries. Ils ont des vocabulaires aussi que c'est spécifique à cette région. Et il y en a, donc, vous avez parlé de Sao Paulo et de Rio, mais il y en a ailleurs aussi, dans d'autres villes. Oui, c'est un phénomène plus large. Oui, la plus grande du Brésil se trouve à Amazonas. Donc c'est vraiment au nord du pays. Mais quand on parle il y a cette question aussi sociale, parce que les États plus riches du Brésil sont les États de São Paulo et Rio de Janeiro. Donc normalement, quand on va parler de production culturelle, il y a cette vision aussi centraliste de penser à la production culturelle de cette région. Donc, évidemment qu'il existe des écrivains des favelas d'autres parties du Brésil, mais qui sont moins répandus. Moins vus. Oui. Bon, c'est passionnant. Ça, vraiment. Et il y a, donc quand même, ça commence quelques traductions, mais je vois c'est une maison d'édition qui a été créée par la traductrice, en fait. Oui, c'est ça. C'est une petite maison d'édition française. Et que, le but de cette traductrice, c'est vraiment de traduire des ouvrages un peu à marge de la culture brésilienne. Bon, je vais voir. Merci.
Merci beaucoup, Laïs. Est-ce qu'il y a Avec plaisir. d'autres questions, réactions? Non? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu une gentrification de ce genre littéraire ou encore aujourd'hui c'est toujours écrit par des personnes avec favelas? Non, il n'y a pas de gentrification. C'est Ils ont vraiment... réussi à garder... Oui, parce qu'au Brésil, on a des discussions très fortes sur l'appropriation culturelle. Donc, si un écrivain va... S'il essaie d'écrire d'une même façon, ça sera vraiment mal vu. Oui. Tu avais montré une image des favelas. Oui. Ouais. Est-ce que C'est là? l'autre, voilà, c'est est-ce que la classe moyenne, elle est quelque part là-dedans? Bon, il existe des classes moyennes, mais on ne voit pas dans cette image. Là, on voit vraiment la classe très riche. C'est pas facile d'imaginer avec cette image de ces bâtiments, mais ce sont des personnes vraiment riches qui ont des hélicoptères. C'est ça qu'on appelle? Qui ont des hélicoptères pour creuser la ville parce qu'ils trouvent que c'est violent pour être à la limite des favelas. Donc, il y a des classes moyennes, mais c'est différent en France. La classe moyenne, c'est la majorité. Au Brésil, on disait qu'il y a une minorité de richesse, mais cette richesse est vraiment riche. Est-ce qu'il y a des favelas aussi dans des villes qui sont plus récentes comme Brasilia ou des villes comme ça? Oui, existe. Ok. En fait, Brasilia est un bon exemple de ça parce qu'elle a été construite en 1950. Elle a été vraiment construite pour être la capitale du pays. Donc, elle a été faite d'une façon artificielle. Il n'existait rien dans cette région. Ils ont décidé de faire une nouvelle capitale. Donc, pour construire une ville dans une région où il n'y avait rien, ils ont fait venir personnes de tout le Brésil pour travailler. Ils sont des personnes qui n'ont pas... C'est la même histoire, des personnes qui n'ont pas eu où s'alloger. Donc, autour du Brésil, il n'y a que des favelas. Bon, on vous libère. Oui. D'accord. Bon, merci pour m'écouter. Merci beaucoup. Et désolée pour mon français. Bon, 5 minutes de pause et puis le temps voilà, de la salle. Il faut se brancher. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Prendre directement la gilet. Super. Je pensais à
Je me suis dit, est-ce que je peux faire un truc mais je ne sais pas comment je peux écrire quel type de... Ce sera quoi l'expérience on peut y aller demain. Des observations, je peux le faire jeudi ou quoi, je ne sais pas. C'est un projet de travail dans la folie que je crois que c'est totalement séparé. De toute façon, je sais pas si c'est un truc commun. Tu pourrais annuler mon rendez-vous, mais demain, je sais pas. C'est juste une idée. Je sais pas même. Ouais, j'habitais dans des villes. Il y avait un thème. Le thème, Pourtant, je viens un début passé. c'était... Mais voyez avec le titre, le nom de projet, c'était la génération de thèmes. C'était plutôt comment les pays groupe parce que je suis trop occupée pour ça. Pardon, je pense que tu as écrit quelque chose dans notre groupe et je n'ai pas répondu. Probablement tous les cas, je sais qu'on a quelque chose à faire. J'ai pas exemplaire là-dessus. Donc clairement. Beaucoup de choses en même temps. Puis c'est stressant quand même. La présentation sur 50 nuances. C'était super intéressant. Je n'arrivais pas à travailler. Je suis arrivée, j'avais fait mon truc la veille, on m'avait pas répété avec Mickaël, j'avais pas compris ce qu'il fallait. Non, mais c'était super intéressant. J'avais pas compris. Là, c'est plus général. Mais on va voir comment vous allez le traiter. ça, je sais. C'était quand? C'était avant de venir. Non, en fait, il y a déjà 2 semaines que c'est fini. Oui, j'ai fait un an et du coup, c'est un peu semaine. Enfin, c'est la même impression que quand C'est pas vrai. Non, c'est juste j'ai bu du café. Ça a commencé le décembre 2023. Et après, c'est exactement comme les symptômes. Je crois qu'il y a du stress. c'était à chaque jour. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mon corps me parle. C'était quelque chose, je pense, avec les coordinateurs, les traducteurs. C'était un projet de j'ai cette idée, mais je ne sais pas. C'est l'expérience pour vous. Faire du portable. Moi j'aime pas, moi j'aime pas. Ouais, sur une soirée Halloween. S'il fait trop court, vraiment fin lycée, c'est la expérience. C'est juste narratif.
J'ai l'intention. Mais elle m'a motivé. Parce que là, on voit rien. On voit mieux ou pas? Mais après, on est vraiment dans le noir, quoi. C'est pas des proches, mais c'est des gens avec qui je collège, des fois sur Insta, la question par Ça me stresse de faire des explications comme ça. Et oui, soit vraiment de moi, j'ai fait ça dans C'est possible, mais Ouais, tu me diras. Oui, tu l'as reconnu. c'est toi qui as fait ça. Voilà, donc, mais vraiment, c'est très compliqué. Est-ce que je peux me mettre en photo? Oui, voilà, j'ai l'heure avec et en avec aussi derrière la Bon, on reprend. À vous la parole, sans transition, comme on dit dans les émissions. Ça marche. Ok. Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, je vais vous parler de volontourisme. En fait, je l'avais étudié au cours de ma licence l'année dernière. Et en fait, je voulais en parler parce que c'est un sujet qui est assez récent, qui est peu connu dans l'industrie du tourisme et qui pose énormément de problèmes et de débats. Donc voilà, c'est dans ça dont on va parler aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des interventions à faire, faites-le. On est là pour échanger, vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez des termes que vous ne comprenez pas, surtout pour les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, dites-moi. Vraiment. Voilà, je crois qu'on est bon. On est parti pour 40 minutes à peu près. Voilà. Si ça vous saoule, vous me dites, on fait une pause, vraiment, je comprends. Il n'y a pas de problème. Ok, donc, est-ce que vous êtes familière avec le terme volontourisme ou pas? Pour vous, c'est quoi? Par main levée, qui c'est qui voit ce que c'est? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est quoi pour vous? Vas-y. Non, c'est pour toi. Non, c'est juste parce que ça a beaucoup de liens avec mon présentation aussi. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont cette rêve d'aller aux favelas pour faire du travail social, pour aider les personnes qui ont des situations de pauvreté ou des problèmes de santé. C'est bien reçu là-bas ou au Brésil ou pas? Enfin, c'est perçu comment? Ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui sont très fermées à ça et d'autres qui pensent que ça pourrait être intéressant pour attraire de l'argent. Ouais, bah c'est la même problématique, c'est les mêmes enjeux. Tu voulais dire quoi, Lilou? Non, mais en fait, je pense que volontarisme, j'avais capté un peu ce que c'était, mais c'est parce que tu avais fait une rapide présentation pendant la méthodo et du coup. Ok, et du coup? Et du coup, en fait, de ce que j'ai retenu, c'est plutôt du coup des populations européennes qui vont plutôt dans des... Parle bien fort, comme ça tout le monde t'entend. Ok. Non, t'inquiète. Du coup, en fait, des populations européennes qui vont plutôt dans des pays majoritairement plus du sud, avec des problématiques sociales, économiques ou quoi, et qui vont du coup en fait dans un but d'aider, mais ça crée en fait aussi ce double truc de aider et pourtant d'être toujours un peu cette espèce de colonne sauveur. Ouais. C'est une grande problématique du volontourisme. Ok, il y a d'autres interventions à faire par rapport à ça? Ouais. Mais en plus, très souvent, ce sont des personnes lambda qui n'ont aucune formation dans l'associatif. Et au lieu de donner de l'argent, par exemple, à des associations pour les aider, ils préfèrent se donner une bonne image pour aller aider. Mais en fait, les populations n'ont pas besoin d'eux. Pas comme ça, en tout cas. Ouais. C'est problématique. Ouais, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit, c'est juste, c'est vrai. Alors, pour vous faire une petite mise en contexte, le volontourisme, c'est vraiment l'association... C'est l'association du tourisme et du volontariat dans une seule et même pratique. C'est-à-dire qu'on va dans une destination et... je suis trop perdue par la lumière, pardon. Je suis trop déconcentrée. On va dans une destination et on pratique des activités de tourisme classiques et on consacre une partie de son temps à du volontariat, en fait, à de l'aide. Et donc, ce qui m'en vient un petit plan. Pour vous parler du volontourisme, je suis obligée de décortiquer la partie tourisme et la partie volontariat pour comprendre leurs implications dans le volontourisme. Donc c'est ce qu'on va faire. On va parler un peu du tourisme, de sa définition, de ses tendances. Pareil pour le volontariat. Et ensuite, je vous parlerai de ce que c'est que le volontourisme, de sa définition, de ses origines, de ce que ça représente sur le marché, ses bénéfices et ses nombreuses problématiques. Alors, donc ce qu'il faut retenir pour le tourisme, vous savez tout ce que c'est, mais les points clés à retenir pour l'implication du tourisme dans le volontourisme, c'est qu'en fait, le tourisme, ça englobe des objectifs personnels. C'est-à-dire que les voyageurs, quand ils partent, ils veulent des loisirs, ils veulent se détendre, ils ont plein de motivations, mais qui au final les concernent eux-mêmes, en fait. Et les voyages aussi sont caractérisés par une durée limitée dans le temps. Quand on va à quelque part et qu'on voyage, c'est pour une courte période.
Autre élément important à garder en tête pour la suite, c'est les tendances du tourisme suite à l'arrivée du coronavirus. Alors, après la levée des restrictions du corona, les gens ont continué à voir le tourisme comme quelque chose de très récréationnel. Les gens y recherchent en fait à se détendre et les gens cherchent le loisir. En parallèle, il y a eu d'autres tendances qui se sont un peu soit intensifiées, soit développées. Les gens ont voulu avoir accès à des voyages de plus en plus sécures et de plus en plus accessibles. Les voyageurs sont aussi de plus en plus exigeants. Et en fait, il y a eu vraiment cette tendance de... les gens, ils sont en recherche d'expériences uniques, en fait. Ils voient le voyage vraiment comme quelque chose de spécial. Voilà, on se découvre, on découvre le monde. Vraiment cette caractéristique un petit peu, le côté vraiment expérimentiel du tourisme, en fait. Donc voilà, ça c'est pour le tourisme. Maintenant, pour le volontariat, c'est beaucoup plus compliqué. Le volontariat, le problème, c'est que la définition même du volontariat, en fait, elle fait débat. En général, les experts, ils s'accordent autour du fait que le volontariat, ça a pour but d'impacter positivement les gens. Les volontaires agissent gratuitement, ils proposent un service gratuit. Donc ça, on est d'accord. Après, ça commence un peu à se corser. Les motivations des volontouristes, en fait, elles sont perçues différemment selon les experts. Il y a des experts qui disent que des motivations, comment dire, normalement, un volontaire, il est censé agir de façon purement altruiste. C'est-à-dire que quand je vais aider, j'y vais principalement pour aider quelqu'un et pour rien d'autre. Il y a d'autres experts, en revanche, qui affirment que même les volontaires qui ont des motivations plus égoïstes sont quand même appelés des volontaires. Donc il y a déjà un petit débat à ce niveau-là. En revanche, il y a certains experts qui affirment que plus les motivations des volontaires sont altruistes, plus le service est pur et plus les impacts, plus la mission de volontariat aura des chances d'impacter positivement et d'avoir des impacts sur le long terme surtout. Ça, c'est super important. Autre critère qui fait débat dans la définition du volontourisme, c'est le cadre. C'est pas vraiment que ça fait débat, mais disons que ça offre vraiment des possibilités très larges. On peut effectuer le volontariat dans un cadre formel, où là, on passera plus par des associations, des structures vraiment établies, avec des chefs, des employés, etc. Enfin, des employés, des volontaires. C'est des structures qui sont reconnues comme agissant pour l'utilité publique. Et ensuite, on aura le volontariat informel, où là, vraiment, c'est tout aide spontanée. C'est vous, quand vous aidez votre voisine à ramasser ses courses, ou l'aide aux devoirs chez le frère de votre pote, quoi, par exemple. Et il y a un livre qui est super intéressant qui s'appelle Perspectives... Attendez, j'ai oublié le nom. Perspectives of Volunteering, Voices from the South. En fait, ce livre, il explique que finalement, le cadre socio-économique et politique d'un pays influe beaucoup sur sa façon de s'entraider, en fait. Donc, logiquement, dans les pays en voie de développement, on retrouvera beaucoup plus des modes d'entraide informelle, parce que la population elle est plus solidaire dans ces zones-là. Et dans les pays du Nord, on retrouvera beaucoup plus un cadre formel, parce que en fait, la solidarité elle est beaucoup moins présente dans les populations, et les organismes en fait, ils pallient à ce manque de solidarité. Autre critère qui varie dans la définition, c'est le temps. Il y a certains experts qui parlent d'heures, d'autres de mois, d'autres de semaines. En fait, la durée du volontariat, elle varie concrètement selon la mission et aussi la complexité de la mission, aussi, bien sûr. Et pour finir, le dernier critère, ce sont les cibles, les personnes qui vont bénéficier de cette aide. Souvent, les experts, dans leur définition, ils parlent de personnes, mais en fait, concrètement, on voit que dans les offres, on peut très bien aider des personnes, mais aussi des animaux, par exemple, avec des projets en rapport avec la protection animale, ou même des objets ou des biens matériels. Et dernière chose,
Le volontariat, en fait, il s'accompagne de défis. Parce que là, c'est un peu chaud pour les organismes. Il y a de moins en moins de volontaires. Les gens, ils ne veulent pas s'engager sur le long terme. Les gens, maintenant, ils voguent au gré de leur lifestyle et ils n'ont pas envie de s'engager loyalement dans un organisme. Les associations aussi, elles ont de moins en moins de fonds. Et du coup, elles se retrouvent en compétition les unes avec les autres et elles sont obligées de rabaisser leurs critères de sélection et de, justement, comme tu disais, Asma, désolée, j'ai bugué. En fait, elles sont obligées de recruter des personnes qui ne sont pas du tout compétentes et pas qualifiées pour les missions de volontariat. Et tout ça, ça remet en question leur capacité à proposer des services d'utilité publique, en fait. Donc voilà, vous avez à peu près le contexte des deux éléments. Maintenant, on peut passer au volontourisme. Alors, donc la notion de volontourisme en soi, elle est floue, parce que comme je vous ai dit, c'est un phénomène qui est récent et qui est encore inconnu. Ensuite, il y a encore des débats autour de la définition du volontourisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains experts qui accentuent plus sur le côté du tourisme, d'autres qui accentuent plus sur le côté du volontariat, et il y en a d'autres qui sont un peu entre les deux et qui pensent que en fait, ça doit être tout simplement une combinaison harmonieuse entre les deux. C'est-à-dire que le tourisme ne prend pas le dessus sur le volontariat et inversement. La British Travel Agents Association a tenté de définir le volontourisme en 4 points clés que je vous ai récap ici. Le volontourisme doit proposer une activité de tourisme classique avec des hébergements, des activités, etc. Ça doit permettre d'offrir un service d'utilité publique qui est gratuit. Et il y a une notion de réciprocité entre les volontouristes et les populations locales. C'est-à-dire que le volontourisme, l'expérience de volontourisme doit bénéficier non seulement aux volontouristes et aussi aux populations locales. Et ça, on va voir que dans la vraie vie, c'est pas trop respecté. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Ah oui, dernière chose qui est super importante, c'est que pourquoi la notion de volontourisme elle est aussi floue, c'est parce qu'en fait, elle réunit deux éléments dont les objectifs sont super opposés. D'un côté, vous avez le tourisme où les motivations des voyageurs, elles sont totalement personnelles, et vous avez le volontariat qui non seulement a une définition qui fait débat, et qui en plus a des objectifs altruistes, donc totalement rien à voir avec le tourisme, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu des origines du volontourisme. On va un peu faire des bonds dans l'histoire. Le volontourisme, en vrai, il prend sa source dans plusieurs éléments. Je ne vais pas tous vous les dire parce que je n'ai pas le temps. Donc, je vous ai juste cité Waring et Vrasti, qui ont deux façons différentes d'expliquer les origines du volontourisme. Donc, Waring, en fait, lui, il passe par l'évolution du voyage. Il explique que, voilà, au début, au Moyen-Âge, on avait peur de voyager. Le voyage, c'était quelque chose de très inconfortable, de dangereux, donc on préférait éviter. Ensuite, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus prestigieux dans les années, au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Il illustre ça par un phénomène qui s'appelle le Grand Tour. En fait, c'était des aristocrates européens qui voyageaient dans toute l'Europe pour s'éduquer, en fait, pour accéder à l'art, à la culture, à la géographie, à s'instruire. C'était vraiment, en fait, le voyage à ce moment-là, c'était vraiment vu comme une forme de distinction sociale et de marqueur social chez les nobles, en fait. Très pompeux, quoi. Ensuite, en 1700, il y a eu la révolution industrielle. Alors là, tout va très vite, tout évolue, tout change. Le voyage est vu comme quelque chose comme un moyen de plaisir et de détente. Le monde se transforme, les économies se développent, les moyens de transport aussi. On peut voyager de façon beaucoup plus confortable qu'avant. L'avion arrive, ça permet de voyager plus vite, plus loin, plus fréquemment. Ça augmente les flux touristiques. Et donc, on assiste à une vraie démocratisation du voyage, en fait, et à l'apparition du tourisme de masse. Ensuite, le voyage a commencé à dévier vers une volonté d'aller justement à l'encontre de ce tourisme de masse
Et les gens ont commencé à voir ça comme un moyen d'éviter le stress quotidien du travail, de se détendre, de cultiver son soi par la découverte de nouveaux environnements. En parallèle, les questions de durabilité, de protection de l'environnement se développent et prennent de plus en plus de place. Et en fait, le tourisme, il commence à prendre de nouveaux enjeux, c'est-à-dire qu'il doit être capable de non seulement de répondre aux besoins des touristes, mais aussi de préserver les ressources des populations locales, en fait. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, que les formes de tourisme alternatives naissent, comme l'écotourisme, le backpacking et le volontourisme également. Maintenant, je vais vous parler de la version de Vrasti, qui, elle, alors en fait, contrairement à Waring, qui parle du grand tour dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, les voyages des aristocrates européens, elle, en fait, elle voit le grand tour vraiment, non pas comme un moyen de s'éduquer pour ces aristocrates, mais en fait comme un moyen d'asservir, comment dire, ça, c'était un moyen pour les aristocrates de régner, en fait, dans le monde entier, dans une logique coloniale. Parce que, en fait, ces aristocrates, on se rend compte qu'ils avaient surtout une vision très eurocentriste d'eux-mêmes, que pour eux, l'Europe s'était considérée comme la culture, comment dire, le berceau de la culture du monde, que les autres cultures, c'était un peu des sous-choses qu'il fallait éduquer, quoi, en fait. Et on se rend compte que c'était déjà les prémices des voyages coloniaux qui visent à servir et à éduquer les peuples primitifs et sauvages, quoi. Donc en fait, pour elle, c'est dans ça que le volontourisme il prend sa source. Et on se rend compte qu'elle n'a pas tout à fait tort, parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais ça, on verra ça plus tard. Maintenant, je vais vous parler vite fait, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais juste du marché du tourisme, parce que c'est important pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. C'est 1,6 million de participants par an, 2,6 milliards de dollars par an dans le monde. En général, c'est des trajets... Alors, je vais plutôt parler de... Est-ce que tout le monde est OK avec la notion de Global North et Global South? OK. Global North, c'est les pays riches qui se situent majoritairement dans le nord du globe. Et Global South, c'est les pays en voie de développement. Voilà. Donc, en général, on assiste vers des flux touristiques qui vont du Global North vers le Global South, parce que logiquement, c'est là où il y a besoin de plus d'aide. Il y a très peu d'offres de volontourisme qui vont du Global South vers le Global South ou du Global South vers le Global North. Ça commence à se développer, mais c'est vraiment petit, quoi. Ensuite, le top des missions de volontourisme pratiquées, c'est les missions en fait, qui concernent le domaine de la petite enfance et des enfants, parce qu'en fait, souvent, quand les gens ils pensent « je veux aider », ils pensent « ok, qui sont les personnes les plus vulnérables ?» Les enfants. Et le troisième élément le plus important, il me semble que c'était les travaux et la construction. Vous voyez tous les délires de projets de on va construire des puits, on va construire des écoles. Ben voilà, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est bon, je vous ai dit. Ouais. Alors, le profil des volontouristes, c'est qui ces volontouristes? En général, c'est des personnes très jeunes, c'est nous en fait. C'est des personnes entre 18 et 30 ans qui sont généralement jeunes diplômés, qui servent un peu du volontariat comme une espèce de tremplin entre leurs études et entre leur bac et leurs études supérieures. Et c'est des personnes qui viennent de pays économiquement développés, donc du Global North. Alors, leur motivation. Il y en a qui le font pour des motivations purement altruistes, d'autres par curiosité, par envie de découverte, d'aventure, et d'autres par pur égoïsme, parce que ça fait bien sur le CV, parce que ça permet de développer des compétences, de se différencier de la compétition lors de l'accès à l'emploi. Par contre, il y a certains experts qui ont une vision un peu plus édulcorée de la chose, parce que, comment dire,
ils reconnaissent la complexité des motivations des hommes, en fait, enfin des humains. Et pour eux, ils voient plus les motivations comme un spectre dans lesquels les volontouristes peuvent voguer. Et en fait, un volontouriste peut totalement avoir des motivations à la fois altruistes et égoïstes, en fait. Voilà. Ça, je vous ai dit. Je vous ai raconté. Ensuite, maintenant, on va parler un peu plus pratique. Je vais vous parler des bénéfices du volontourisme et on va commencer par les bénéfices pour les volontouristes eux-mêmes. En fait, c'est eux qui bénéficient le plus de cette activité. Pourquoi ? Parce que quand ils vont dans les destinations d'accueil, en fait, ils apportent de l'aide et c'est gratifiant d'aider. Ils ont une certaine reconnaissance, on leur accorde aussi une certaine confiance. On leur confie clairement la vie de certaines personnes parfois, selon les projets, mais je veux dire en tout cas c'est des projets qui touchent le quotidien de gens en fait, et c'est ça booste l'ego en fait de faire ce genre de choses. Ça leur permet aussi de développer leur capacité de flexibilité parce qu'ils ont accès à des environnements qu'ils ne connaissent pas, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils dépassent cette espèce d'inconfort. Et au final, ils en viennent même à adopter certains éléments de leur destination d'accueil et de les incorporer dans leur personne, ce qui les amène à créer une espèce de nouveau soi, quoi. Donc en fait, le volontourisme, ça a vraiment de gros bénéfices sur la construction de l'identité du volontouriste. C'est aussi un constructeur de réseau extrêmement puissant parce que en fait, les volontouristes, ils sont au contact de la population, mais de façon très proche. Ils sont liés par des projets qui touchent le quotidien des personnes, donc c'est beaucoup plus facile de créer des liens dans ce genre de contexte-là. Et puis aussi, ils sont en contact avec d'autres volontouristes selon le projet, ce qui leur permet de créer un réseau très puissant et utile pour plus tard. Développement de compétences, bien évidemment, qui peuvent être mises à profit pour leur carrière. Et échange culturel, ça leur permet de s'ouvrir au monde et de découvrir des destinations de façon très concrète. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'avantages pour les volontouristes. Vous voulez voir les avantages pour les destinations d'accueil ? Ok. Alors, c'est où ? C'est là. Pour les bénéfices pour les destinations d'accueil, ils sont extrêmement difficiles à mesurer. Parce que... déjà, premièrement, il y a très peu d'études sur les impacts au long terme des missions de volontourisme. On ne sait pas, finalement, si ça marche ou pas. Donc, il y a juste des volontouristes qui sont envoyés, mais on ne sait pas vraiment s'ils ont un impact concret dans la destination au final. Aussi, le peu d'études qui existent, elles sont réalisées par qui ? Par les pays d'envoi, par les pays du Global North. Donc, en fait, les pays du Global South n'ont absolument pas leur mot à dire et il n'y a pas d'analyse bilatérale en fait. Ça ne permet pas de comprendre les impacts concrets du volontourisme sur place, quoi. Ensuite, les seules études qui existent, souvent, très 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 souvent, elles ne parlent pas des impacts concrets, mais elles parlent des bénéfices potentiels du volontourisme. Et ces bénéfices potentiels, ils existent quand même, ils sont louables. C'est quoi ? C'est que le volontourisme, ça se passe quand même sur, ça se base sur des enjeux de durabilité. Donc ça, c'est bien, c'est cool. Ça permet aussi aux destinations d'accueil d'accéder à des services à un prix très bas, bien en dessous du marché, puisque en fait, les volontouristes sont en fait considérés vraiment comme de la main-d'œuvre à bas coût, quoi. Et puis, il y a aussi quand même un grand potentiel de diffusion d'idées positives pour les destinations d'accueil. Dans le sens où, non seulement les structures de volontouristes peuvent servir d'exemple pour les autres acteurs du tourisme classique, du tourisme de masse, et ça peut ça peut les pousser à adopter un tourisme plus slow, plus durable. Et du côté des volontouristes, en fait, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent continuer à s'engager pour leur structure d'accueil ou leur destination d'accueil, en parlant de ce qui se passe dans les pays du Sud, par exemple, et en prêchant la bonne parole, entre guillemets, quoi. Là, je vais vous parler
d'un exemple de projet de volontourisme qui a réussi à fonctionner. Franchement, j'ai vraiment galéré à le trouver. Et c'est même pas vraiment un projet de volontourisme, c'est plus un projet de volontariat à l'international. Et ça, c'est pas vraiment la même chose. Mais en gros, c'est le projet Santa Elena qui se déroule au Costa Rica. En fait, c'est une réserve écotouristique qui a été mise en place qui a été développée en 1990 par un lycée et la communauté locale de Santa Elena. Et en fait, ce projet, il a permis je suis à l'envers, pardon. L'objectif de ce projet, c'était de non seulement préserver cette réserve et d'en faire un lieu touristique durable, éthique, qui permet de créer des ressources économiques, en fait. Et au final, le résultat de ce projet, c'est que ça a permis d'élargir la réserve, de construire des sentiers praticables, de créer un centre d'interprétation, de mettre en place des formations pour des guides touristiques et d'élaborer un plan de gestion pour la communauté locale. Et en fait, pourquoi ce projet il a marché ? Ce projet il a marché parce qu'il a été dirigé et il a été mis en place par des communautés locales qui sont conscientes de leurs propres problèmes, qui savent ce qui se passe chez elles, plutôt que des projets de volontourisme qui sont dirigés par des structures qui sont dans les pays riches et qui sont totalement éloignées de la réalité, en fait. Deuxième facteur qui a fait que ce projet a marché, c'est parce qu'il y a eu une étroite collaboration avec les populations locales, les organismes étatiques locaux et les touristes internationaux, les volontouristes internationaux qui ont pu du coup proposer, qui ont pu mettre à disposition des financements et des connaissances. Voilà. Donc ça, c'était pour le projet positif. Donc là, je vous ai un peu donné les petits espoirs du volontourisme et je vais vite vous ramener à la réalité. Avec les critiques du volontourisme. Il y en a plein. En fait, quand j'ai fait mes recherches sur le volontourisme, il n'y avait que ça, à tel point que je me suis demandé, mais est-ce que le volontourisme, c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est vraiment utile pour les gens et pour la société ? Enfin bref, vous allez comprendre. Les gens, en général, ils critiquent, les experts et même les gens lambda d'ailleurs, critiquent une hyper-commercialisation de l'altruisme. Ça passe par plein de trucs, ça passe par du marketing avec des petites phrases du genre changez le monde, faites la différence, des trucs vraiment de gros white savior en fait. Autre critique qui est faite au volontourisme, c'est le white saviorisme, où attendez, là je vais déjà sur la slide d'après. Attendez, patience. Oui, donc du coup je parlais du marketing. En fait, cette marketisation, elle transforme non seulement les volontouristes, non seulement les populations bénéficiaires, mais aussi les volontouristes en biens de consommation. Parce que, en fait, les volontouristes, il faut savoir que quand ils participent à une mission, ils doivent payer. Mais ils payent des sommes, faramineuses, pour participer à ces programmes. Les fonds, on ne sait pas où ils vont. C'est très flou, la politique tarifaire. Et au final, ils se retrouvent, vu qu'on se trouve du coup dans un contexte où c'est des offres qui sont à court terme, les gens ne sont pas vraiment informés de ce qui les attend sur place, donc en fait, et puis on recrute des personnes peu qualifiées, donc on se retrouve avec des gens, des volontouristes qui vont pour aider, mais qui au final ne font que profiter des ressources locales sans vraiment en comprendre la profondeur en fait. Et donc il y a ça, et puis il y a les populations locales qui du coup, encore une fois, se retrouvent abusées, si je peux dire. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un gros manque de stratégie dans l'offre de volontourisme. Parce que, comme je vous ai dit, encore une fois, service à court terme, pas de qualification, pour des missions en fait qui sont super complexes. On parle de pays qui sont économiquement affaiblis. Il y a des publics parfois qui sont vulnérables, comme par exemple les enfants. On ne ramène pas n'importe qui, en fait.
Et donc, je voulais vous montrer un documentaire qui s'appelle The Voluntarist. C'était un des premiers... non, je mens. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, donc je me tais. Mais en tout cas, c'est un documentaire qui relate un peu des problématiques du volontourisme. Et là, je vais vous montrer un passage où il y a un guide cambodgien, ça se passe au Cambodge, qui est interviewé et qui parle des volontouristes qui viennent dans les écoles cambodgiennes pour apprendre l'anglais. Je peux batterie. For Pepe Tours, and he has met a lot of short-term volunteers with his work. They are coming and doing with the wrong organization. They will end up, come and teaching English pretty much. They have a week or 2 weeks, why end up just doing the same like the other people who have done 20 times or 30 times already with that kind of activities, at knees and toes and all that. You know what I mean? It's not a bad thing, but if you're the kids who study or who stay or live in that orphanages or that organization, then what's the point? Est-ce que vous vous imaginez 2 secondes que chez nous, il y aurait des volontouristes qui viendraient pour 2 semaines dans l'école de vos gosses pour apprendre ABCD, que des volontaires ils se suivent et qu'on apprend toujours la même chose et qu'il reste que 2 semaines et après ils partent et ça s'enchaîne comme ça. Ce serait, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait impensable en fait. On ferait jamais ça chez nous. Bref, donc pourquoi on le fait chez les autres? Je sais pas où est-ce qu'elle est ma slide. Where am I? Donc voilà. Ça, je vous ai parlé. Et maintenant, on en vient à la fameuse accusation que c'est totalement subjectif, mais que je trouve très vraie, des perspectives néocolonialistes déguisées. En fait, souvent, les organisateurs de voyages, qui sont souvent des tours opérateurs, en fait, donc c'est vraiment des machines, des entreprises qui marchent sur du profit, passent souvent par un marketing basé sur des stéréotypes racistes pour attirer un peu les volontouristes, c'est-à-dire voilà, vous allez sauver ces pauvres petites populations, vous allez les éduquer, voilà. Ou alors au contraire, on a aussi ce modèle de vous allez venir dans cette destination merveilleuse, immaculée, vierge toute, perversité de la modernité, bref, ce genre de délire quoi. Il y a aussi des gros problèmes de paternalisme parce que en fait, à force de voir tout le temps, les populations d'accueil, je veux dire les populations locales, à force de voir tout le temps des gens des pays du Global North qui viennent pour leur apprendre la vie et pour les sauver de leurs propres problèmes, en fait, ça leur fait juste comprendre qu'ils ne sont pas en capacité d'être les acteurs de leur propre changement, en fait. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et là, je vais passer vraiment à la partie la plus sombre du volontourisme, donc les dérives du volontourisme. Donc il faut savoir que majoritairement le volontourisme il se déroule dans des pays en voie de développement. Donc réglementation très moyenne. Je peux pas dire souvent, je sais pas si c'est souvent ou pas, mais il arrive quand même de façon assez régulière que les organisations d'accueil, elles ne sont pas enregistrées dans leur pays. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont en situation d'illégalité, mais ça n'empêche pas les volontaires de revenir et de continuer leur pratique. Donc, du coup, elles continuent d'avoir un soutien international et d'agir, de continuer à agir. Ensuite, je vous ai parlé d'un manque de réglementation. Le manque de réglementation, ça implique un terrain beaucoup plus propice aux dérives. Et là, je vais vous parler du Cambodge. En fait, le Cambodge, c'est vraiment le hotspot, la main place de toutes les dérives du volontourisme, en particulier dans les orphelinats. C'est une
dinguerie ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous savez un petit peu ou pas du tout? Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des usines. Les orphelinats, c'est des machines. Les enfants, ils sont soit kidnappés à leur famille, soit les encadrants de ces soi-disant orphelinats vont auprès des familles et leur promettent un avenir meilleur, une meilleure prise en charge. Les familles acceptent dans l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Les enfants sont ramenés dans les volontariats, dans les orphelinats, et en fait, ils sont présentés comme des enfants qui n'ont pas de famille. Alors, il y a une fausse identité autour de ces enfants, alors qu'ils ont des familles. Bien naturellement, les enfants sont pris en photo, sans leur consentement, par les volontouristes et aussi par les encadrants qui les postent sur leur réseau volontairement dans une situation de pauvreté pour attirer la pitié des volontouristes. Aussi, il arrive des fois sur place que les encadrants demandent de l'argent aux volontouristes parce que c'est la galère et vas-y aide-moi et il n'y a pas de thune, donne-moi des sous. Et au final, l'argent, il n'est pas réinjecté dans les orphelinats ou dans les projets qui concernent les enfants pour justement entretenir cette image de pauvreté, pour continuer à attirer des gens. Ensuite, pour la partie vraiment la plus sombre de la plus sombre, on parle encore de problèmes de réglementation. En fait, vu que n'importe qui peut accéder aux offres de volontourisme, ça veut dire que les enfants, ils sont mis en contact avec n'importe qui. Et que du coup, souvent, il arrive quand même qu'ils sont la proie d'abus sexuels. Il y a même des trafics sexuels qui sont organisés avec des véritables réseaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, où les enfants sont vraiment considérés comme des vulgaires marchandises. Et il y a aussi tout l'aspect du développement de l'enfant, puisqu'en fait, l'enfant, lui, toute sa vie, il voit passer des nouveaux volontouristes tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Et en fait, ils finissent par développer des problèmes d'attachement émotionnel, de développement, etc. Donc bref, voilà, ça c'était pour la partie la plus sombre. Je vais finir par des recommandations. En fait, j'avais interviewé ma professeure de tourisme durable qui, elle travaille dans une association allemande qui s'appelle ECPATI. C'est une association de protection des enfants dans le domaine du tourisme qui lutte justement contre ce genre de problème. Et en fait, elle m'expliquait que pour elle, c'était un avis personnel, hein, elle m'a dit, selon moi, le volontourisme pour des questions aussi sensibles que la protection de l'enfance et des publics aussi vulnérables, ça devrait être interdit. On n'en parle même pas en fait. Et ou alors, si tu tiens absolument à acquérir une expérience ou à proposer un service à une communauté, passe plutôt par du volontariat international, parce que souvent les offres de volontariat international, elles sont plus longues, elles permettent d'avoir des effets plus durables et d'éviter cette espèce de coupure-là, de changement de volontaire constant. Et aussi, tu dois être qualifié. Tu ne peux pas aller et t'occuper d'enfants, comme tu disais, alors que juste tu n'es pas qualifié pour ça. C'est juste pas pensable, en fait. Et comme dit, rester longtemps. Plus un projet il est long, plus on comprend mieux une population, plus on comprend mieux ses enjeux, ses besoins, et plus les projets ils fonctionnent et ils marchent. J'ai pas mis le tableau, j'ai oublié, mais je sais pas si je le retrouve, mais il y avait des experts qui ont différencié le shadow tourism du deep tourism. Le shadow tourism, c'est vraiment le volontourisme, comment on appelle ça, superficiel, du deep volontourisme. Donc en fait, pour différencier les deux, pour savoir si une offre de volontourisme, elle n'est pas trop mal, je ne peux même pas dire qu'elle est bien, parce qu'en vrai, au vu pour l'instant des recherches que j'ai faites, j'ai pas vu d'impact réellement positif, mais on va dire, si on veut limiter la casse, choisissez des offres qui durent sur le long terme, où on fait des contrôles sur votre background, sur vos compétences, sur vos qualifications. Il faut qu'on vous explique aussi ce que vous aurez à faire là-bas. Il faut qu'il y ait une explication claire de vos missions, de ce qu'on attend de vous, de comment ça va se passer, etc. Et s'il n'y a pas tout ça, n'allez pas. Vraiment, mauvaise idée. Voilà, c'était tout pour moi. Ça illustre
assez bien. En fait, si j'ai bien saisi, c'est une sorte de privatisation, de marchandisation du volontarisme humanitaire. Et effectivement, là, moi, en vous écoutant au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui distingue un projet de volontariat international porté par une ONG, etc., qui s'occupe exactement de ces questions-là, de ces formes-là. Vous voulez un tableau? J'ai fait un tableau sur ça. Parce que moi non plus, je ne comprenais pas, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un tableau qui... Et en fait, c'est une exploitation marchande de la situation, des envies, de l'incertitude aussi des gens. Ça s'adresse à des... Ça, vous l'avez dit avec... C'est intéressant, relativement jeune, dans une phase de vie qui est une phase de transition, en fait, de la fin d'études, entrée dans l'âge, pas adulte, mais dans l'âge professionnel. Donc, des moments où les gens ne sont pas encore stabilisés. Ouais, exactement. Dans une identité, dans une action, dans une continuité d'action, etc. Et effectivement, ça ressemble un peu à une exploitation des faiblesses des deux côtés, en fait. Ouais. Parce que les volontouristes, vous avez dit, ils payent, mais ils financent quoi, en fait? Ils payent quoi? On ne sait pas trop, voilà. Justement. C'est archi flou, en fait. Mais en général, ce qui est dit, c'est qu'ils payent pour les services rendus, c'est-à-dire que les organismes d'envoi, c'est eux qui organisent le voyage. Donc c'est les frais de voyage, voilà. Le séjour. Voilà, c'est ça. Les activités organisées sur place aussi. De la boîte qui organise le truc. C'est ça. Et pour répondre à votre question, en fait, la différence entre le volontariat à l'international et du volontourisme, c'est que l'objectif principal, leurs objectifs principaux sont différents. Le volontourisme, on y va parce qu'on veut aider et faire des vacances. Alors que le volontariat, on n'y va que pour aider. Il y avait quoi d'autre comme différence? Les volontaires, dans le volontariat à l'international, ils ne sont pas censés payer les organismes d'accueil, alors que dans le volontourisme, si. Souvent, la majeure partie de formes de volontariat international qui est pratiquée, c'est du non formel. Ouais, c'est du non formel. Alors que dans le volontourisme, on passe par des structures, donc c'est du formel. Et la grande différence, en fait, c'est que Attends, là je m'emmêle les pinceaux. Le volontourisme et le volontariat à l'international, ils peuvent se pratiquer à l'international, mais le Attends, qu'est-ce que je raconte? In the volunteers' daily environment. Oui, non, en fait, le volontourisme, il ne peut pas s'effectuer dans notre environnement proche. Parce qu'en fait, quand on parle de tourisme, on est obligé de bouger dans un environnement qui n'est pas notre environnement habituel. Et c'est ça la différence entre les deux. Et aussi la durée du service. Souvent, le volontourisme, c'est caractérisé par des offres beaucoup plus courtes. Voilà. Alors que le volontariat à l'international, même si par la force des choses, vu qu'on se retrouve dans un marché où les gens ils ont la flemme et ils veulent juste des trucs courts, le volontariat international commence doucement aussi à proposer des services de plus en plus courts, mais de façon intrinsèque, de façon générale, les services sont plus longs que... c'est ça. Voilà. Bien, ouais. Mais vraiment aussi, si jamais... la conclusion à laquelle... Ne faites pas du volontourisme. Franchement, non, faites pas. Vraiment, faites pas. Faites pas, c'est nul, c'est de la merde. En Australie, ouais, mais voilà. pas du volontourisme. Faites pas. Ou alors, des fois, je sais que ma cousine, elle avait fait ça. Elle avait voyagé et sur place, elle avait réussi à accéder à une... elle était tombée sur des gens. Elle les avait aidés sur place, mais parce que ça s'est fait de façon informelle et elle était utile, en fait. Mais vraiment, les volontouristes, ils sont inutiles. C'était des locaux qui demandaient son aide de base, alors que là, c'est des organismes extérieurs qui utilisent un puits là-bas. Ouais, vraiment. Mais vous voyez, vous rappeliez de... c'était un gros malade, celui-là. Comment il s'appelait? Ryan... Attendez, je vais trouver. Volontourisme, Ryan...
Si on tape volontarisme, je suis sûre il va apparaître en première de couve. Attends. C'est un français? C'était un influenceur. Ah oui, le blanc là. Ouais. Le bleu, mais je crois qu'il s'appelle pas Ryan. Comment il s'appelait? Il a fait des grosses dingueries. Il continue. Oui, il continue. Personne l'a arrêté. Mais c'est incroyable par contre parce que personne l'a arrêté. En fait, c'est un mec. Lui, en fait, toute la communauté musulmane, il l'a mise dans sa poche. Il est en mode oui, mes frères, vas-y, je vais là-bas, je vais construire un puits. C'est un blanc aux yeux bleus, enfin, c'est pas du tout musulman. Mais il a pas des origines algériennes? Non. Ah, je s'est croyais. converti à l'islam pour se mettre la communauté musulmane à la poche. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il passe sa vie à se filmer en train d'aider les gens. Et il monte des fausses entreprises qui n'existent même pas, qui n'ont pas de fonds. Elles tombent toutes en ruine. À chaque fois qu'il va dans des endroits, il y a des catastrophes et il se barre, en fait. Il a été croire qu'il était allé en Turquie parce qu'il y avait eu une catastrophe naturelle. Et en gros, il avait logé dans un hôtel 5 étoiles. Il faisait croire qu'il aidait les locaux alors qu'il faisait tout. Il logeait dans des endroits hyper luxueux. Après, il faisait des cagnottes. Mais il gardait l'argent pour lui. Mais ça, il le fait toujours. Mais oui, il a même pas. Enfin, je sais pas. Mais je crois qu'il a eu quand même des procès. Enfin, les gens lui ont collé des procès, mais je sais pas si. C'est Dylan Thierry. Dylan. Bien sûr qu'il s'appelait Dylan. Comment? C'est sûr. Dylan comment? Thierry, T-H-I-R-Y. Allez, hop, on va voir qu'est-ce qui sort sur lui. Ah, il était à Koh-Lanta. Ah, bah voilà, devant le tribunal. Il s'est fait choper quand même. C'est tout récent. Et en plus, c'est pas Septembre. BFM. C'est mal à tête. Ouais. Quand on portait plainte, il y a 7000 donateurs. Ça fait très peu déjà. Hein. Par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a 5 plaintes et il y a 7000 donateurs. Sur les 5 plaintes, il y a Sandra, la vice-présidente de l'association, qui était du coup la trésorière. Il y a Nesrine, qui est sa cousine, qui était la secrétaire générale. Il y a une femme de 65 ans dont des personnes lui ont retourné le cerveau. 65 ans la personne, hein. Une mamie, une dame. Donc concluant que on est con à 65 ans. C'est elle qui a porté plainte pour la troisième plainte. Vous voulez savoir c'est quoi les deux dernières plaintes? Les collectifs avaient dit ils n'avaient pas assez de plaintes contre Dylan Thierry et ils ont fait des fausses plaintes à mon égard. Je vais vous les faire écouter. Écoutez-les bien. Hein. Là, on voit le collectif ABI, qui font, et d'ailleurs, il y a tout le monde qui sont retirés d'eux, des ministres, des machines qui étaient avec eux en soutien par rapport à ça. Vous allez voir, ça va arriver. Là, on voit Elena, qui est le collectif ABI, hein, preuve à l'appui. Moi, j'ai fait en sorte que ça soit légal, qu'on entende bien, que ce ne soit pas un montage et tout ça. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit. L'autre jour, j'ai bien compris en Space c'est ce qui se passe sur Twitter, quand tu as évoqué. Bref, la plainte, juste faut connaître l'histoire, c'est chiant. Là. Mais voilà. Bon. Question? Remarque? Ok. Bien, mais on se retrouve dans 2 semaines. Les aventures. Ah ouais, mais même avec les de... C'est la quiz. Super.